Elle avait converti chaque variable de l'ascension en données gérables. Débit d'oxygène, calories, fréquence cardiaque, saturation. Ce qu'elle ne pouvait pas convertir en données, elle refusait de l'appeler un risque. À 16 ans, Amélie Rousseau croyait que le mal aigu des montagnes était quelque chose qui arrivait aux adultes non préparés, pas aux athlètes qui avaient gravi 3 continents avant leur diplôme de fin d'études. Elle avait documenté chaque ascension sur Instagram, transformé chaque sommet en preuve que la détermination comptait plus que l'âge. Ce qu'elle n'avait pas documenté, c'était la façon dont sa respiration se creusait au-dessus de 6000 mètres, ou comment elle devait s'asseoir d'abord avant de se lever au camp 2. Le 9 mai 2025, à 14h40, au camp 3 sur la face du Lhotse, le vent à 7200 mètres transportait des cristaux de glace qui frappaient la toile de tente avec le son du sable contre du tissu. La température se maintenait à moins 23 degrés Celsius. La lumière de l'après-midi arrivait filtrée à travers une brume d'altitude qui transformait la face au-dessus en une surface sans contour défini. À l'intérieur de la tente biplace, la condensation de la respiration avait formé des motifs de givre sur les parois intérieures qui ne fondraient pas avant que les corps ne génèrent de la chaleur. Amélie Rousseau, 16 ans et 7 mois, originaire de Lyon, étudiante en classe préparatoire de mathématiques au lycée du Parc, était assise dos contre son sac, genoux repliés, pratiquant les exercices respiratoires que son père lui avait enseignés pendant leur préparation pour la Concagua. Elle comptait 4 secondes à l'inspiration, retenait 4 secondes, expirait pendant 6. Son oxymètre de pouls affichait 71%, une lecture qu'elle photographia pour sa story Instagram avec la légende qui serait postée 6 heures plus tard par sa mère. Journée d'acclimatation au camp 3. Je me sens forte. Son curriculum d'alpinisme incluait le Mont Blanc en août 2023, le Kilimandjaro en décembre 2023, la Concagua en janvier 2025. Le financement de cette expédition, 85 000 GT au total, provenait de 60 000 € d'économies parentales et de 25 000 € collectés via un blog intitulé « Les 7 sommets d'Amélie avant 17 ans ». Ses parents, Marc et Céline, tous deux enseignants dans le secondaire, n'avaient jamais dépassé 5000 mètres avant cette expédition. Marc était professeur de géographie avec une expérience de randonneur récréatif. Céline enseignait la littérature et n'avait aucune expérience d'escalade au-delà du Mont Blanc familial. Pemba Tshering, leur Sherpa principal, 34 ans, originaire de Tam dans la région du Khumbu, avait réalisé 11 ascensions de l'Everest. Les $8 000 de frais pour cette expédition représentaient 60% de ses revenus annuels de guide. Il avait refusé 2 autres expéditions d'avril pour accepter cette réservation. Dans son journal d'expédition, récupéré plus tard, Il Gegatelli montrait une force de jambes solide, mais des schémas respiratoires superficiels au camp 2. Il avait écrit que les parents semblaient croire que l'amour pouvait remplacer l'acclimatation. Ce qui serait plus tard décrit comme « juste un mal de tête de pression d'avoir trop étudié avant le départ », était présent depuis qu'Amélie était arrivée au camp 2 30 heures plus tôt. Lorsque Céline lui avait demandé si elle gégatait à molle, Amélie avait indiqué qu'elle préférait éviter les médicaments, sauf si absolument nécessaire, parce qu'elle avait lu que se fier aux analgésiques masquait des signaux d'altitude importants. Le 8 mai à 9h15, la recommandation de Pemba de passer une journée d'acclimatation supplémentaire à 6400 mètres deviendrait la décision que Jean-Baptiste Mercier, leur guide français, mentionnerait dans chaque interview ultérieure. Marc avait rétorqué que leur fenêtre météo se rétrécissait et que les lectures d'oxymétrie d'Amélie de 78% étaient acceptables selon le manuel de médecine d'expédition qu'il avait acheté. Ce que Pemba n'avait pas dit à voix haute, c'était que le manuel que Marc citait était conçu pour la physiologie adulte. Le 9 mai à 15h, lorsqu'Amélie s'était portée volontaire pour grimper sans corde jusqu'au point de cache 40 mètres au-dessus du camp pour récupérer le combustible de réchaud de ses parents, ce que Jean-Baptiste caractériserait comme « la confiance de quelqu'un qui n'était jamais tombé », était visible dans ses mouvements. Elle avait grimpé sans le contact méthodique à 3 points que Pemba avait démontré. L'action elle-même n'était pas remarquable, l'attitude deviendrait le point de référence.
Pendant le repas du soir à 18h30, Pemba nota qu'Amélie avait mis 4 minutes pour accomplir la tâche d'ouvrir un sachet de nourriture lyophilisée, une action qui avait nécessité peut-être 20 secondes dans les camps inférieurs. Lorsqu'il lui avait demandé si elle avait des difficultés avec ses mains, elle avait indiqué que le froid ralentissait ses doigts. La température sous-tente était de moins 15 degrés Celsius, identique aux conditions du camp 2, où elle avait démontré une dextérité normale. À 21h45, ce que Marc décrirait plus tard comme « juste de la fatigue de l'ascension », se manifesta par Amélie nécessitant 3 tentatives pour clipper le mousqueton de son baudrier à la ligne de sécurité à l'extérieur de la tente. Jean-Baptiste observa cela depuis sa position de tente à 4 mètres. Lorsqu'elle rentra à l'intérieur, elle s'assit lourdement plutôt que de s'abaisser de la manière contrôlée qu'elle avait démontrée précédemment. Pemba lui demanda d'effectuer un test de coordination simple. Toucher son nez avec des index alternés en gardant les yeux fermés. Sa main gauche rata 2 fois. À 22h, Pemba enregistra une saturation en oxygène de 68% au repos. Il attendit 3 minutes et testa à nouveau, 67%. Il demanda à Amélie d'évaluer son mal de tête sur une échelle où 1 était à peine perceptible et 10 était la pire douleur imaginable. Elle indiqua que c'était un 6. Ce qu'elle décrivait comme un 6 deviendrait la ligne de base contre laquelle les mesures ultérieures seraient comparées. Le départ pour la poussée vers le sommet était prévu à 1h30 du matin le 10 mai. Jean-Baptiste enregistra une saturation de 64% après qu'Amélie eut reposé pendant 2 heures. Sa fréquence cardiaque au repos était de 118 battements par minute. Lorsqu'il lui demanda de compter à rebours de 100 par 7, elle atteignit 86 avant de faire une pause de 5 secondes. Elle indiqua que les mathématiques étaient plus difficiles quand elle était fatiguée. Le groupe partit pour la phase du Lhotse à 1h45. À 4h20 sur la phase du Lhotse, altitude 7600 mètres, la question que Pemba posa était simple. Quelle couleur de lumière sa lampe frontale produisait-elle ? Amélie regarda vers le bas, vers sa poitrine, où la lumière illuminait le devant de sa combinaison en duvet. Elle indiqua qu'elle produisait de la lumière. Lorsque Pemba répéta la question, elle indiqua que c'était de la lumière blanche. Sa lampe frontale avait été réglée en mode rouge pendant les 2 heures précédentes pour préserver sa vision nocturne. Un réglage qu'elle avait elle-même sélectionné. Ce que Jean-Baptiste nota n'était pas la réponse incorrecte, mais l'absence d'inquiétude d'être incorrecte. À 5h15, altitude 7800 mètres, Marc compta 12 respirations en 15 secondes, 48 respirations par minute pendant qu'Amélie était immobile et reposée contre la corde fixe. Ce qu'il décrirait plus tard comme respirant fort, mais c'était normal pour nous tous, était accompagné d'un schéma respiratoire que Pemba reconnaissait. 3 ou 4 respirations rapides, suivies d'une pause de 2 à 3 secondes, puis reprise. Le terme médical qu'il avait appris pendant sa certification de premier répondant en milieu sauvage était la respiration de Cheyne-Stokes, un schéma indiquant une privation d'oxygène sévère affectant la fonction du tronc cérébral. À 5h40, altitude 7900 mètres, la saturation en oxygène affichait 52%. Pemba retira son gant extérieur pour vérifier que le placement du capteur était correct. Il testa sur son propre doigt, 78%. Il remit le capteur sur le doigt d'Amélie et attendit que la lecture se stabilise. Elle fluctuait entre 51 et 53%. Lorsqu'il informa Marc de cette lecture, Marc demanda quelle saturation en oxygène était considérée comme dangereuse. Pemba indiqua qu'en dessous de 60% à cette altitude signifiait que le corps ne compensait plus efficacement. Marc demanda s'il devait administrer de l'oxygène supplémentaire. Ce que Pemba indiqua, c'était qu'il devait descendre immédiatement. Ce que Marc demanda, c'était s'il pouvait continuer jusqu'au col sud, où il pourrait réévaluer avec les bouteilles d'oxygène supplémentaires mises en cache là-bas. À 6h10, altitude 7950 mètres, lorsqu'Amélie s'assit dans la neige sans annoncer son intention de se reposer, Céline appela Pemba qui était positionné 15 mètres au-dessus. Il descendit pour trouver Amélie assise, avec ses jambes étendues droit devant elle, plutôt que repliées pour conserver la chaleur. Lorsqu'il lui demanda si elle pouvait se lever, elle indiqua qu'elle se lèverait dans un moment.
Ce que Jean-Baptiste observa depuis sa position en dessous était que sa tête s'inclinait vers l'avant lentement, comme si elle s'endormait. Pemba plaça sa main sur son épaule et prononça son nom avec un volume accru. Ses yeux s'ouvrirent, mais ne se dirigèrent pas immédiatement vers son visage. À 6h35 du matin, le 10 mai 2025, sur la face du Lhotse, à 7950 mètres, le vent soufflait à 35 km/h du nord-ouest. La température était de -28 degrés Celsius. La lumière de l'aube atteignait la face supérieure, mais la section de corde fixe restait dans l'ombre. 4 témoins étaient présents. Pemba Tshering, à 2 mètres en dessous de la victime. Marc Rousseau, à 4 mètres. Céline Rousseau, à 8 mètres. Jean-Baptiste Mercier, à 12 mètres. Une équipe espagnole se trouvait 25 mètres plus bas. Pemba indiqua qu'il avait dit à Marc qu'il descendait immédiatement et qu'il appelait une évacuation par hélicoptère depuis le camp 2. Marc indiqua qu'il avait demandé s'il pouvait déplacer Amélie au col sud d'abord, puisque l'atterrissage d'hélicoptère à cette altitude était plus faisable. Ce que le chef de l'équipe espagnole rapporterait plus tard, c'était qu'il avait entendu des voix élevées en français depuis au-dessus de sa position. Pas des cris, mais le ton aigu du désaccord, transmis clairement dans l'air raréfié. Amélie restait assise. Pemba retira son sac et récupéra sa radio. À 6h38, il transmit au camp de base demandant une évacuation immédiate par hélicoptère pour une femme de 16 ans avec suspicion d'œdème cérébral de haute altitude. La réponse des opérations du camp de base confirma la demande et indiqua que les conditions météorologiques permettaient l'évacuation depuis le camp 2, mais que la position sur la face du Lhotse, à 7950 mètres, dépassait le plafond opérationnel de l'hélicoptère. Le temps estimé pour descendre au camp 2 était de 4 à 5 heures avec une cliente incapable. Ce qui se passa dans les 40 secondes suivantes serait décrit différemment par chaque témoin. Le récit de Pemba indiquait qu'il préparait l'oxygène d'urgence lorsqu'Amélie tenta de se lever sans assistance. Le récit de Marc indiquait qu'Amélie lui avait dit qu'elle se sentait mieux et voulait continuer à descendre par ses propres moyens. Le récit de Céline indiquait qu'elle montait vers la position de sa fille lorsqu'elle vit les jambes d'Amélie se plier. Le récit de Jean-Baptiste indiquait qu'il observait la position d'Amélie et vit son haut du corps basculer vers l'avant avant que ses jambes ne bougent. Le chef de l'équipe espagnole, positionné avec une mine de vue dégagée, fournit la séquence la plus détaillée. Il indiqua que la jeune femme se leva en position debout ou presque debout, peut-être à 70 degrés de l'horizontale. Son crampon gauche sembla s'accrocher à sa guêtre droite. Son mouvement de correction fut retardé, comme si son corps recevait le signal d'ajuster, mais le traitait lentement. Elle pivota sur son côté droit. Le guide tendit la main vers elle, mais son gant contacta son sac plutôt que son baudrier. Elle tomba en arrière. La corde fixe à laquelle elle était clippée était lâche entre les points d'ancrage, permettant environ 1,80 m de distance de chute avant que la corde n'arrête sa descente. Le son était celui de son casque contactant la face de glace. Pemba l'entendit depuis 2 mètres. Marc l'entendit depuis 4 mètres. Le chef de l'équipe espagnole l'entendit depuis 25 mètres. Chacun d'eux utiliserait le même mot dans leur langue native pour décrire le son. Creux. Elle pendait de la corde fixe à un angle, son baudrier prenant tout son poids. Pemba atteignit sa position en 8 secondes. Il soutint son corps tout en vérifiant la conscience. Ses yeux étaient ouverts. Lorsqu'il lui demanda si elle pouvait l'entendre, elle ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'elle parla, ce qu'elle dit était qu'elle devait se clipper. Pemba l'informa qu'elle était déjà clippée à la ligne. Elle indiqua à nouveau qu'elle devait se clipper. Marc arriva à sa position à 6h40. Ce qu'il demanda était si elle était blessée. Pemba examinait son casque qui montrait une déformation d'impact sur le cadran arrière gauche. Aucun sang n'était visible. Lorsque Pemba demanda à Amélie combien de doigts il tenait levés, elle indiqua 3. Il tenait 2 doigts. Lorsqu'il lui demanda son nom, elle indiqua Amélie. Lorsqu'il lui demanda où elle était, elle indiqua sur la montagne. Lorsqu'il lui demanda quelle montagne, elle fit une pause de 6 secondes avant d'indiquer Everest.
Jean-Baptiste atteignit la position à 6h43. Le plan qu'il proposa était de descendre Amélie en corde courte entre lui-même et Pemba jusqu'au camp 3, puis continuer au camp 2 avec de l'oxygène supplémentaire. Ce que Pemba indiqua était que son état était critique et qu'attendre la descente au camp 2 n'était pas acceptable. Ils avaient besoin d'une évacuation par hélicoptère depuis le point le plus élevé possible, immédiatement. Ce que Marc demanda était ce qui se passerait si l'hélicoptère ne pouvait pas atteindre leur position actuelle. La discussion qui suivit dura 4 minutes. Pendant ce temps, Céline atteignit la position de sa fille. Ce qu'elle fit fut de placer ses 2 mains sur le visage d'Amélie et de demander si elle était blessée. La réponse d'Amélie fut que sa tête lui faisait mal et qu'elle avait froid. Céline retira sa propre veste en duvet et tenta de la placer sur les épaules de sa fille. Pemba l'informa qu'ajouter des vêtements n'aborderait pas le problème central qui était l'œdème cérébral dû à l'altitude. À 6h47, Pemba fit la 2e transmission radio au camp de base. Il indiqua que la cliente était tombée, s'était cognée la tête, montrait des symptômes sévères de mal des montagnes et nécessitait une évacuation immédiate. Il fournit les coordonnées GPS. La réponse du camp de base indiqua qu'un hélicoptère était en cours de dépêchement, mais que le ramassage au-dessus de 7000 mètres n'était pas garanti. Le pilote évaluerait les conditions et tenterait l'atterrissage le plus élevé possible. La descente commença à 6h52. Amélie était encordée entre Pemba et Jean-Baptiste avec des intervalles de 3 mètres. Marc suivait directement derrière sa fille. Céline descendait derrière Marc. L'équipe espagnole créa de l'espace en maintenant leur position pour permettre à la descente d'urgence d'avoir priorité sur les cordes fixes. Ce qui serait plus tard établi à partir des images de caméras de casque obtenues de l'équipe espagnole était que le placement des pieds d'Amélie était incohérent. Sur plusieurs pas, son crampon frappait la surface de glace à des angles incorrects, la faisant trébucher contre la corde. Chaque fois que cela se produisait, soit Pemba, soit Jean-Baptiste arrêtaient le mouvement avant qu'il ne devienne une chute. Les images montraient ce schéma se produisant 8 fois dans les premiers 100 mètres verticaux de descente. À 7h15, environ à 7850 mètres d'altitude, Amélie cessa de bouger. Lorsque Pemba demanda si elle avait besoin de se reposer, elle ne répondit pas. Il remonta la corde jusqu'à sa position. Ses yeux étaient ouverts, mais ne suivaient pas le mouvement. Il prononça son nom avec un volume accru. Elle regarda vers le son, mais ne focalisa pas sur son visage. Ce qu'il demanda était si elle pouvait continuer à bouger. Ce qu'elle dit était qu'elle était très fatiguée. La 3e lecture de saturation en oxygène prise à cette position montra 48%. Pemba administra de l'oxygène supplémentaire depuis sa bouteille d'urgence à 4 litres par minute. Après 3 minutes d'administration d'oxygène, sa saturation monta à 56%. Il lui demanda combien de doigts il tenait levés. Elle indiqua correctement qu'il tenait 3 doigts. Il lui demanda le nom de sa mère. Elle indiqua Céline. Il lui demanda si elle pouvait se lever. Elle indiqua qu'elle le pouvait, mais ne tenta pas de bouger. À 7h23, le son des pales de rotor devint audible depuis en dessous. L'hélicoptère montait la face du Lhotse, visible comme une forme sombre contre la glace plus claire, environ 800 mètres verticaux en dessous de leur position. Pemba transmit leurs coordonnées à nouveau et indiqua qu'il continuait la descente, mais que la mobilité de la cliente était sévèrement compromise. La réponse du pilote indiqua qu'il tenterait le ramassage à l'altitude du camp 3, 7200 mètres, qui était l'altitude maximale à laquelle son appareil pouvait planer en toute sécurité avec la charge utile et les conditions de température actuelles. Les mathématiques de la situation étaient simples. Leur position actuelle était de 7850 mètres. Le camp 3 était à 7200 mètres. Le taux de descente avec une cliente incapable était d'environ 100 mètres verticaux par heure. Le temps requis était de 6h30. L'autonomie en carburant de l'hélicoptère permettait 40 minutes de temps de vol stationnaire en altitude avant la descente requise. S'il ne pouvait pas atteindre le camp 3 dans la fenêtre d'attente de l'hélicoptère, la prochaine évacuation disponible nécessiterait une descente au camp 2 à 6400 mètres.
12 heures supplémentaires minimum. Ce que Jean-Baptiste proposa était que lui et Pemba portent Amélie dans un portage à 2 personnes pour accélérer le taux de descente. Ce que Pemba indiqua était que cette technique n'était pas sûre sur une pente de glace à 40 degrés avec un terrain de corde fixe. Ce que Marc indiqua était qu'il n'avait pas le choix. À 7h30, ils mirent en œuvre un système de descente modifié utilisant 2 cordes. Amélie fut sécurisée dans son baudrier avec un baudrier de poitrine supplémentaire improvisé à partir de sangles. Pemba descendit en dessous de sa position et géra la corde inférieure. Jean-Baptiste resta au-dessus, gérant la corde supérieure. Marc et Céline descendirent à côté, ne fournissant aucune assistance technique, mais maintenant la proximité avec leur fille. À 8 heures, ils avaient descendu à 7650 mètres. L'hélicoptère restait en vol stationnaire près du camp 3, visible pour eux alors qu'ils se déplaçaient en cercle lent. Le taux de descente avait augmenté à environ 130 mètres verticaux par heure. À 8h15, Amélie vomit à l'intérieur de son masque à oxygène. Pemba retira le masque, dégagea les voies respiratoires et le remplaça par un masque propre du sac de Jean-Baptiste. Ce que Céline demanda était si vomir était un signe que sa fille s'améliorait. Ce que Pemba indiqua était que vomir à cette altitude avec un traumatisme crânien indiquait une pression intracrânienne accrue. À 8h45, environ 7500 mètres, le schéma respiratoire d'Amélie changea. Ce que Jean-Baptiste remarqua était que les intervalles entre les respirations s'étaient allongés. Il compta 15 secondes entre les expirations. Il informa Pemba de cette observation. Pemba monta jusqu'à sa position et observa le même schéma. Il augmenta le débit d'oxygène à 6 litres par minute, le taux de délivrance maximum de leur système de régulateur. Le moment qui serait identifié dans l'enquête ultérieure comme le point de décision se produisit à 9h10, altitude 7400 mètres. Amélie cessa de respirer. Pemba observa l'absence de mouvement thoracique et appela immédiatement à un arrêt de la descente. Il vérifia le pouls à l'artère carotide. Le pouls était présent, mais faible. Il initia la respiration de secours, une respiration toutes les 5 secondes délivrée à travers le masque à oxygène. Après 30 secondes, la respiration spontanée reprit. Le schéma était irrégulier, intervalle de respiration variant de 8 à 20 secondes, mais présent. Ce que Marc demanda était à quelle distance se trouvait l'hélicoptère. Pemba indiqua 200 mètres verticaux et peut-être 90 minutes au taux de descente actuel. Ce que Céline indiqua était que sa fille avait cessé de respirer et qu'il devait bouger plus vite. Ce que Jean-Baptiste indiqua était que bouger plus vite risquait une autre chute qui mettrait fin à toute chance de survie. Ils continuèrent la descente. À 9h40, ils atteignirent 7300 mètres. L'hélicoptère était visible 100 mètres en dessous, rotor maintenant la position de vol stationnaire près des tentes du camp 3. À 9h55, la respiration d'Amélie s'arrêta une deuxième fois. Pemba administra à nouveau la respiration de secours. La respiration spontanée reprit après 40 secondes. La fréquence respiratoire était de 6 respirations par minute. À 10h15, ils atteignirent le terrain relativement plat près du camp 3 à 7200 mètres. L'hélicoptère était en vol stationnaire 15 mètres plus loin, le souffle du rotor créant des conditions de blizzard au sol. Pemba et Jean-Baptiste portèrent Amélie vers l'appareil. À 10h18, alors qu'il la positionnait pour le chargement dans la cabine de l'hélicoptère, sa respiration s'arrêta une 3e fois. Pemba initia la respiration de secours pendant que Jean-Baptiste assistait l'équipage de l'hélicoptère à la sécuriser au système de civière interne. À 10h21, l'hélicoptère décolla avec Amélie, Pemba et un médecin népalais qui avait attendu au camp 3. Marc et Céline restèrent sur la face du Lhotse, debout dans le nuage de neige du souffle du rotor, regardant l'appareil descendre vers Ferish, où se trouvait l'installation médicale la plus proche avec capacité avancée. Le temps entre la chute d'Amélie et le départ de l'hélicoptère fut de 3h43 minutes. L'hélicoptère arriva à la clinique médicale de Ferish à 11h35, altitude 4371 mètres. Le médecin traitant, Dr Subhash Lama, nota dans son examen initial que la patiente était inconsciente, respirait spontanément mais irrégulièrement à 4 à 6 respirations par minute. Les pupilles étaient inégales, avec la pupille droite dilatée à 6 mm et la pupille gauche à 3 mm, et elle ne répondait pas aux stimuli douloureux.
Il administra de la dexaméthasone 8 mg en intraveineuse pour l'œdème cérébral et continua l'oxygène au débit maximum disponible. À 12h10, un deuxième hélicoptère transporta Amélie à l'hôpital CIWEC à Katmandou. L'heure d'arrivée fut 13h45. L'imagerie par tomodensitométrie effectuée à 14h20 montra un œdème cérébral diffus avec des signes d'herniation, le tissu cérébral se déplaçant en raison de la pression accrue à l'intérieur du crâne. La blessure d'impact à son casque avait causé un petit hématome sous-dural, mais la pathologie primaire était liée à l'altitude. Amélie Rousseau fut déclarée décédée à 15h17, heure du Népal, le 10 mai 2025. La cause du décès, inscrite sur le certificat, était l'œdème cérébral secondaire à l'exposition en haute altitude, avec facteur contributif de traumatisme crânien fermé. Marc et Céline Rousseau descendirent du camp 3 au camp 2 le 10 mai, arrivant à 18h30. Ils descendirent au camp de base le 11 mai. Ils furent informés du décès de leur fille par téléphone satellite à 16h20 le 10 mai, alors qu'ils étaient encore au camp 2. Ce que le gestionnaire du camp de base qui fit cette notification indiquerait plus tard, c'était qu'aucun des parents ne parla pendant environ 30 secondes après avoir reçu l'information. Ce que Marc dit en premier fut de demander s'il y avait